Bonjour tout le monde. Alors cette vidéo, aujourd'hui je vais la faire en français parce qu'elle parle de actualité qui se passe en France, hein. C'est un débat que j'ai vu dernièrement entre un humoriste, Yassine Bellatar, et un type qui s'appelle Jean Messiha. D'accord? Ce Jean Messiha, vraiment, c'est la première fois que je vois une personne comme ça. Vraiment, c'est intéressant de parler de ce phénomène, de la pensée de ce type. D'accord? Donc voilà, j'ai vu dernièrement un débat. Le débat c'était sur l'identité française. Qu'est-ce qu'être français? En gros, c'est ça, hein. Ouais, voilà. En gros, c'est ça. Donc je voulais donner mon avis là-dessus. La première chose, c'est déjà, je comprends pas que dans un débat pareil, quand il s'agit de donner la parole à une personne qui serait plutôt habilitée à défendre ou à représenter euh, la communauté musulmane en France, à qui on donne la parole? À un humoriste. Déjà là, il y a un problème. Il y a quand même des personnes diplômées, je sais pas, qui seraient plus, qui auraient plus, disons, d'aptitude pour ça, d'accord, que un humoriste. Je sais pas pourquoi on n'invite pas un type comme Nabil Nasri, par exemple, ou Salim Laibi, que même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, mais je pense il débattrait mieux que Bellatar. Bellatar, c'est un humoriste. C'est quoi l'objectif de fonctionner comme ça, hein? Bon, en tout cas. Mais je vais parler de ce monsieur Messia, qui est quand même au Front National, hein. On va parler un peu de ce qu'il dit. Donc lui, il nous parle d'identité française, de ce qu'est être français, et pour lui, monsieur Bellatar ne représente pas bien ce qu'est être français. Et en réalité, ce monsieur Messiha, il, en fait, il confond l'identité française avec la bourgeoisie en réalité. Hein, pour lui, être un bon français, c'est être un bourgeois. C'est de parler correctement, d'avoir une bonne situation financière, une bonne situation professionnelle, de s'habiller correctement, etc. Euh, je sais pas, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Pour lui, c'est ça être français. Ça élimine énormément de gens, hein, y compris des Français de souche depuis un millénaire. C'est-à-dire, hey, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Sérieusement, non, mais c'est catastrophique. C'est quoi ce niveau? Sans oublier que ces codes-là bourgeois existent à l'international. Si tu seras bien vu avec ces codes-là, bien s'habiller, être diplômé, avoir une bonne situation professionnelle, une bonne situation financière, etc., avoir une belle vie, etc., être en fait, être dans la classe sociale aisée, c'est des codes qui existent partout, y compris en Égypte, y compris en Algérie, y compris au Maroc, y compris partout dans le monde, en Amérique latine, etc. Voilà, être comme ça, ça existe partout. C'est pas lié à la France, c'est lié à une classe sociale. Donc c'est du gros n'importe quoi. C'est quoi ce délire? Sérieusement. Et donc, voilà, donc, déjà ça c'est la première connerie, hein, c'est la première connerie. Cette identité française, elle englobe même pas les Français de souche là-dedans. Il y a des tas de personnes qui rentrent pas dans cette dans cette définition, cette façon de voir les choses. Des fois même, ils sont aisés, ils ont pas envie d'entrer là-dedans. Alors je parle même pas des gens qui sont pauvres ou qui sont, d'accord? Bon. Donc le problème est là. L'autre chose, c'est que l'incohérence de cette personne, c'est premièrement, lui, il est dans une soumission globale à l'identité française, d'après ce qu'il dit. C'est-à-dire, il est parti d'Égypte, c'est un copte égyptien, et il est arrivé en France, donc pour lui, il a même changé son prénom, apparemment, donc il s'est soumis complètement à ce qu'il appelle l'identité française, qu'il définit lui-même, parce que de toute façon, il n'y a pas de définition, personne ne peut définir ça.
d'accord? Et en France, et voilà, donc il se soumet, mais il se soumet pas aux lois. Parce que les lois lui interdisent de parler comme ça, hein. Les lois lui obligent normalement de respecter les gens dans leur diversité. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas de dress code en France, il n'y a pas de loi qui nous dise de faire comme ci ou de faire comme ça n'existe pas. Donc on n'a pas, sur sa simple vision des choses, de critiquer une autre personne sur son apparence. Déjà c'est un niveau bas, hein. On en est là, alors que s'il connaissait bien l'identité française a inventé un proverbe qui est l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Ça veut dire que tu peux être, tu peux avoir tous les codes que Jean Messia affectionne tant, et tu peux être une pourriture complète, d'accord, et voilà. Donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire. D'accord. À un moment donné, le niveau élevé de quelqu'un, déjà, il dépasse les apparences. C'est ça, être quelqu'un d'un niveau un peu plus élevé. C'est pas comment dire, c'est pas vraiment la soumission devant les apparences. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Et lui, il part dans ce délire-là, il accompagne certains populistes, etc., qui sont dans le délire de l'apparence. Ils ont des problèmes avec l'apparence, avec des vêtements, avec des voiles, avec vraiment... Je suis désolé, ça vole pas haut, il faut le dire, ça vole pas haut, je peux pas dire plus. Quand on en est à ce niveau-là, à critiquer un vêtement qui est porté dans une cinquantaine de pays dans le monde de façon tout à fait normale, mais que dans un pays, il pose un débat, il y a un problème. Il y a un problème dans ce pays-là. Il y a un problème à... Voilà, et ce pays se pose des questions. Il faut qu'il travaille sur lui-même. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, là. Voilà. En tout cas, donc pour résumer les choses, donc c'est une opinion basée sur rien, d'accord. Cette vision-là, c'est plus une vision de classe sociale que de véritable identité nationale, et cette classe sociale, elle existe partout dans le monde, même au Japon, même avec peut-être des petites modifications, mais elle existe partout. C'est une classe sociale, c'est-à-dire pour lui, être un bon français, c'est être riche, globalement, c'est être aisé, et avec tout ce qui en découle. On peut pas demander à un SDF d'avoir les codes que demande monsieur. D'accord, bon. La deuxième chose, c'est pas écrit dans la loi. Donc voilà où il fait une bêtise, c'est que de un, il se dit respectueux de la culture française et de l'identité française, etc. Mais il est en contravention par rapport à la loi, et la loi, elle est issue du peuple français d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc si cette loi française, il y a un problème de schizophrénie quelque part, et je parle même pour le peuple français. Le peuple français, il a un problème avec l'islam, d'accord, à 60%, je sais pas trop, et même les 40% restants, il doit y avoir une grande partie de la communauté musulmane elle-même, donc on va dire majoritairement, le peuple français a un problème avec avec l'islam, avec tout ce qu'on veut. Il a un problème avec ça. En même temps, la loi permet d'être musulman. À vous de gérer vos contradictions, hein, à un moment donné. À un moment donné, on peut pas toujours se plaindre de l'autre. Je suis désolé. Quand toi, tu mets chez toi des lois qui permettent à quelqu'un d'être X, et que tu as un problème ensuite avec X, je sais pas moi, je sais, sérieusement, c'est drôle, voilà. Et ensuite, donc, le musulman, il a le droit d'être musulman selon la loi. Il y a pas il y a pas beaucoup d'interdictions qui lui sont faites dues à ce choix. Bon, il y a une désapprobation globale de la population, mais qui en même temps ne va pas jusqu'à lui interdire par la loi. Donc voilà, un problème de contradiction dans les faits. Et maintenant, on va encore essayer d'atteindre une neutralité. D'accord, on va essayer d'atteindre une neutralité. On va sortir de tout ce délire de l'identité française, etc. Parce que ça, c'est un roman à raconter aux enfants. Hein. D'accord, voilà. Je vois pas pourquoi moi, j'ai rien à voir avec la France. Hein. Je donne mon avis extérieur. D'accord, j'ai rien à voir avec la France, bien que je parle français, mais je parle du pays. J'ai rien à voir avec la France, je vais être neutre, je vais essayer d'être neutre.
On me parle d'un pays comme ça qui serait devant les autres, je sais pas quoi. Bon, ça c'est pour les enfants, pour le Père Noël, c'est une histoire de Père Noël. Moi je regarde pas les choses comme ça, d'accord? Soyons, essayons d'atteindre une certaine objectivité. Il y a un être humain, il naît en France, dans un pays qui s'appelle la France. C'est des lois de liberté, etc. Ça lui permet d'avoir le cheminement qu'il veut. Donc automatiquement, les lois lui permettent d'être musulman. S'il fait une quête de sens et qu'il trouve la vérité universelle dans cette religion, donc rien ne l'empêche de faire ce choix. Bon. Donc, maintenant, il y a certains, ils lui disent, non, le choix n'est pas bon, nous, c'est une autre identité, une autre culture, etc. Bon. Alors, pour cette personne-là, qui naît en France, pour quelle raison elle devrait choisir l'option 2 que l'option 1, quand on fait une analyse objective des choses? D'un côté, tu as l'islam. La religion est le vecteur culturel d'un peuple qui, de plusieurs siècles, voire plus d'un millénaire, d'accord, qui existe jusqu'à maintenant, qui le rassemble, qui le rapproche d'un groupe de gens, c'est-à-dire multi-ethniques, internationaux, de tous les horizons, etc. Ça peut le rapprocher d'un Chinois, d'un Russe, d'un Turc, d'accord, d'un Indien, d'un Algérien, vraiment d'énormément de personnes de tous les horizons. D'accord? Bon. Tout en gardant une bonne fraternité dans son pays, d'accord? C'est-à-dire que tu peux être ami avec tout le monde tant que tout va bien, tant que t'es pas agressé, etc. T'as pas de raison d'avoir des problèmes avec quiconque. Bon. Donc d'un côté, il a ça. De l'autre côté, il a ce qu'on veut dire que c'est une très très grande culture française, une très très grande civilisation française. Ça prétend ça en tout cas. Mais quand on analyse sérieusement, je veux dire, t'as un pays, t'as un peuple français qui, qui a comme, à travers son histoire, il a incarné différentes choses, d'accord? Parfois c'est le catholicisme, parfois c'est la laïcité, ce qui est contradictoire par exemple, vous voyez? Donc, aujourd'hui, par exemple, ce serait plus la laïcité, ce serait plus un athéisme. D'accord? Bon. Et si on définit le peuple français comme étant laïque aujourd'hui, et donc on le définit à partir on va dire, de la Révolution française, c'est-à-dire qu'il a 3 siècles. D'accord? À peu près 3 siècles. Maintenant, il a à peu près 3 siècles. On remarque qu'aujourd'hui, il est proche il s'inquiète de sa propre disparition, il invente le concept de grand remplacement, il a une peur bleue de l'avenir, etc. Et tout ça sans avoir eu le moindre, il s'inquiète notamment de l'islam, et tout ça sans avoir eu le moindre char ou avion de chasse musulman sur ces terres. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un ennemi extérieur véritable, comme par exemple l'Algérie a connu la colonisation française. Et j'ai l'impression qu'elle a moins pleurniché que les gens qui, aujourd'hui, en réalité, ne font que cueillir les fruits de leurs propres décisions et de leur propre idéologie. D'accord? Je veux dire, le vrai truc, quand il parle par exemple de grand remplacement, par exemple, je crois Jean Messia, du moment qu'il est Front National, il doit y croire à ça, puisque ils le disent pas clairement, mais je crois que les gens qui votent Front National, ils croient à ça. Hein. Bon. Alors, c'est inouï quand même. Ils osent accuser quelqu'un d'autre de leur propre catastrophe. Je veux dire, si, à la limite, supposons que le grand remplacement soit vrai, s'il y a grand remplacement, c'est parce que vous faites pas d'enfants, les amis. Et si vous faites pas d'enfants, c'est à cause de votre idéologie, c'est à cause du capitalisme, de cette façon de gérer la société, du tout argent, etc. Ça fait que vous faites pas d'enfants parce que les femmes pensent à des carrières,
Voilà, à un moment donné, vous avez eu des idéologies débiles, et maintenant vous allez en payer le prix. Mais, et en plus, vous pouvez même pas vous regarder en face dans la glace et vous dire que c'est nous qui avons causé tout ça. Pourquoi aller pointer quelqu'un d'autre? L'autre, il fait que vivre selon son idéologie depuis des siècles, voilà, et il n'a pas gobé vos mensonges, vous les avez gobés, ou de vos élites, c'est pas mon problème. C'est-à-dire qu'il y a un peuple français, il a produit ça, il s'est converti à ça, et maintenant il va en payer le prix. Les musulmans, ils sont pour rien là-dedans. D'accord? Musulmans, eux, ils vivent comme ils doivent vivre depuis des siècles, en respectant leur façon de vivre, plus ou moins, etc. Et en réalité, ils posent aucun danger, il n'y a même pas de califat. En réalité, euh, ça montre la force de l'islam, c'est-à-dire que même sans califat, sont capables de tenir la route, de résister, de gérer leur... Alors qu'ils ont un ennemi qui les empêche d'exister. C'est l'Occident aujourd'hui, on le sait bien, suffit de chercher, de lire ce qu'il faut comme livre, etc., pour se rendre compte, de voir l'histoire et tout, se rendre compte que l'Occident a une main dans tous les dysfonctionnements qu'il y a dans le monde arabo-musulman. Je veux dire, on n'a pas besoin de... Si une vidéo est nécessaire là-dessus, je la ferai, mais je veux dire, c'est évident. L'Occident, quasiment, il a détruit l'islam en tant qu'entité politique, quasiment, d'une façon ou d'une autre. Donc aujourd'hui, en tant qu'entité politique, c'est une sorte de mort-vivant, l'islam. Et il y a des populations musulmanes livrées à elles-mêmes. D'accord? Et donc ça donne toutes les problématiques qui existent, etc. Bien, après, que voulez-vous que je vous dise? Tu sais, quand tu prends une maison, hein, tu prends une maison, t'assassines le père, t'assassines la mère, et tu laisses les enfants livrés à eux-mêmes. C'est très très rare que les enfants vont devenir des citoyens modèles. Hein. C'est à peu près ça qui se passe avec les populations musulmanes. Elles sont livrées à elles-mêmes, il n'y a pas de véritable califat sur place avec les savants, la matière grise, etc., les leaders politiques, les leaders intellectuels, etc. Donc il y a une destruction totale. Et ils ont ils ont soit une civilisation musulmane qui est inexistante aujourd'hui en tant que système politique producteur de régénérescence, et ils ont le choix occidental à côté qu'ils peuvent pas admettre parce qu'il est trop contradictoire avec leur vision du monde. Voilà. Système occidental, on pourrait en parler. Pour quelles raisons les musulmans ne peuvent pas accepter le système occidental? Plein de raisons. Déjà, par exemple, le système occidental accepte l'usure. L'usure, le prêt bancaire, le fait de faire de la banque, comment dire, le pouvoir politique. Ça, c'est quelque chose que les musulmans ne peuvent pas accepter. Que l'argent soit l'alpha et l'oméga de la vie, le musulman ne peut pas accepter ça. Ça déjà c'est voilà, et à partir de là, voilà, ça crée énormément de problèmes, de guerre. Il y a des SDF en France, il y a les gilets jaunes, tout ça c'est lié à la même matrice, et le musulman ne peut pas accepter ça, voilà. Et moi je demande à Jean Messia, qui est tellement sûr de lui, de ce que c'est que l'identité française, etc. Par exemple le problème des gilets jaunes, ou le problème de SDF, etc. Il y est à quoi d'autre qu'à sa propre idéologie. Il est lié à quoi d'autre? Sinon sa vraie idéologie, qui est de encourager les différences entre les classes sociales et d'encourager c'est-à-dire encourager le fait que les bourgeois écrasent les autres, et ça conduit à cette catastrophe. Donc la démocratie est fausse, tout est faux, et on veut que le musulman il aille se convertir à cette vague identité en réalité qui n'a pas de sens. Donc il est tout à fait compréhensible qu'un musulman choisisse de plus se convertir à l'islam, parce qu'il en a le droit, et parce que logiquement c'est beaucoup plus fonctionnel que ce qu'on lui propose ailleurs. Voilà, c'est la première vidéo, bonne chance tout le monde. Voilà.